Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Digital Man pour ce nouvel épisode où nous sommes cette fois non pas en direct d'Amsterdam mais en direct de Paris et du Palais Brongniart. Palais Brongniart où se tient le CES Unveiled parisien. On était à la bourse d'Amsterdam, on est à l'ancienne bourse de Paris. Finalement, tout est assez Tout cohérent. est assez Un cohérent. petit peu moins d'exposants, mais toujours les mêmes technologies mises en avant. On voit de la blockchain, on voit de la digital santé et on voit aussi pas mal de lifestyle, c'est-à-dire de produits qui vont pénétrer notre quotidien et qui commencent à être plutôt intéressants, même pour les enfants. Même pour les enfants, et vous savez combien je suis fan de tout ce qui est Kids Tech, donc on vous présentera effectivement dans un instant l'ensemble des coups de cœur que nous avons pu avoir sur cet après-midi bien rempli, parce qu'il y a eu une grosse conférence quand même de Gary Shapiro au départ sur les tendances, etc. Un peu ce qu'il y avait eu de toute façon sur le CES Unveiled d'Amsterdam, ça n'a pas changé au niveau du programme, toujours des goodies, toujours alors un buffet beaucoup plus fin, finest than Amsterdam, French buffet. avec effectivement French buffet, et donc on vous parlera un peu plus en détail dans un instant, le temps qu'on fasse le débrief un peu plus longuement de tout ce qu'a pu dire Gary, de nos coups de cœur et bien entendu de ce qui nous attend sur ce CES 2020. Un peu de réclame en attendant, on vous invite bien entendu à vous abonner, à partager la bonne parole, à nous retrouver sur l'iTunes, à nous retrouver aussi sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, bon bref, partagez, voilà. Abonnez-vous et puis rendez-vous directement aussi sur notre site internet, le guide de survie du CES, on vous remet l'image et le lien directement du site. C'est parti ? Eh bien c'est parti. Eh bien c'est parti. Jingle. Et on est de retour, mais maintenant à l'extérieur du Palais Brongniart, parce que finalement on a échappé au bruit de la foule pour retrouver le bruit de la rue. Exactement. Spoon qui nous accueille, merci. Voilà, et donc on va vous débriefer un peu plus longuement sur ce CES Unveiled de Paris, plus petit que celui d'Amsterdam, très clairement. Alors, il y a de très belles rencontres, beaucoup d'interviews, des conférences cette fois avec une salle un peu moins bondée, c'est vrai, qu'à Amsterdam. En tout cas, elle était déjà aussi quand même beaucoup plus grande. Et quelques annonces de Gary Shapiro, entre autres, que l'on va pouvoir voir. Et puis des rencontres qu'on a faites. On va aussi vous lister nos coups de cœur. Voilà, alors, toi tu as assisté, je vais rapprocher mon micro parce qu'il y a les motards qui passent. Toi tu as assisté, parce que j'ai un peu séché le matin, tu as assisté aux conférences d'abord de Gary Shapiro. Donc ça c'est une conférence introductive, comme il avait fait l'année dernière à Paris. Exactement. Comme il l'a fait à Amsterdam. Voilà. Il nous a raconté quoi ? Et ben alors, il nous a raconté alors que globalement, enfin si on résume, il a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, beaucoup parlé de la politique et de la politique engagée face pro-entreprise à l'innovation également. Et il a précisé que la France n'était plus seulement connue, alors c'est une vision très américaine, plus connue uniquement pour ses parfums, son vin, ses pâtisseries et ses restaurants, mais aussi surtout pour ses startups, parce que c'était la principale délégation aujourd'hui que l'on avait sur l'Eureka Park, mais c'est vrai aussi en général sur le CES. En tout cas sur l'Eureka, il a reconnu, il faut le dire, la prédominance de la France. Voilà. On rappelle les chiffres, l'année dernière, un peu plus de 1000 startups, un peu plus de 350 startups françaises ont fait un gros tiers. C'est énorme et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi le résultat, en tout cas de plusieurs années au CES, d'actions véritables des régions, un véritable engagement d'accompagnement des startups sur cet événement majeur de la tech. Alors certains sont déjà morts depuis les premières années où la France était vraiment présente, certains existent encore, c'est aussi cela le jeu, je crois en tout cas, mais je pense que le pari est gagné en tout cas, si on analyse avec un petit peu de recul sur ces dernières années, la présence de la France au CES est incontestable, elle est aujourd'hui incontestée, la valeur des Français sur cet événement est aujourd'hui reconnue. Je crois que c'est ça qui transparaissait de son discours. Oui, et puis on avait quelques régions comme la région Est qui étaient présentes. Il y avait une deuxième conférence, alors là c'était assez intéressant parce que c'est toujours la question que l'on nous pose. Indubitablement, vous allez au CES, vous revenez, vous êtes fatigué, et la première question qu'on vous pose, quelle est la tendance de l'année ? Alors là, il y avait une conférence sur les tendances. Il y avait une conférence sur les tendances, alors c'est toujours le même speaker naturellement, c'est toujours un peu les mêmes tendances qui reviennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, de la valeur de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle pouvait apporter, d'autonomie des véhicules. Alors ce qui est marrant, c'est que dans l'autonomie des véhicules, on a beaucoup parlé d'agriculture, puisque finalement c'est la convergence de l'intelligence de la 5G qui permet à l'agriculture aussi d'être beaucoup plus efficiente dans cette tendance de la résilience, dans cette tendance neutral carbone, dans toute cette urgence de la sensibilisation énergétique et de la tech dessus. Et je pense que vraiment c'est ce qu'on a. Alors bien entendu on passe de l'IoT à l'intelligence, de l'Internet of Things à l'intelligence of Things, l'intelligence artificielle, mais globalement finalement si on doit retenir, on a beaucoup parlé de l'univers
lunettes, on a beaucoup parlé de réalité augmentée, etc. Mais je crois que 5G, intelligence et autonomie des véhicules est vraiment ce que l'on peut retenir comme étant la grosse tendance peut-être de ce que l'on va parler sur le CES de cette année, mais la résilience était quand même sous-jacente, l'éthique. Je crois qu'il y avait une vraie volonté de s'inscrire dans une démarche de technologie, de valeur au service de l'homme et plus que jamais dans un esprit de résilience. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut retenir en quelques minutes résumées. Donc comment des technologies que l'on a vues apparaître un petit peu désordonnées à certains moments ces dernières années, comment elles s'intègrent réellement à des vrais produits et qu'elles donnent vraiment de la valeur. Exactement, voilà. Donc en tout cas c'est ça qu'on retient. Et puis alors, quand même le petit effet qui se coule, c'est qu'il a été confirmé depuis la semaine dernière, mais ça a été reconfirmé aussi hier, que naturellement la reconnaissance faciale permettrait de rentrer sur le CES de cette année, un peu ce qu'on avait vu cette année au Mobile World Congress. Voilà. Très bien. Eh bien, sinon, on va passer quand même à des petites startups que l'on a vues. Les coups de cœur. Voilà. Et on voulait commencer, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle et que l'on est dans les véhicules qui sont autonomes. C'est une société qui se présentait pour déterminer, avec le CEA et Renault, déterminer une plateforme qui soit parfaitement adaptable à l'intelligence progressive que les véhicules développent vis-à-vis de leurs utilisateurs. Aujourd'hui, on a des véhicules qui savent se garer tout seuls, on a des véhicules qui savent faire de plus en plus de choses, et comme on le disait, on ne va pas passer du jour au lendemain à un véhicule, votre vieille Renault 5, bon, on parle de Renault, excusez-nous, c'est vieux, une vieille Renault 5 à un véhicule 100% autonome. Mais par contre, on voit bien que depuis plusieurs années, les véhicules sont de plus en plus intelligents et délèguent. Le conducteur délègue de plus en plus au véhicule un certain nombre d'actions. Alors là, il y a une société dont tu voulais nous parler qui s'appelait Alcali. Voilà. Alcali. Mais je crois que tu as déjà quasiment tout dit sur Alcali, parce que il y a énormément, mais il m'a piqué la vedette. Donc moi je ne peux rajouter que ça corrobore ce que l'on a vu dans la conférence précédente, et qui d'ailleurs parlait beaucoup plus d'intelligence dans le véhicule que de voiture autonome, dont on sait pertinemment que finalement l'autonomie du véhicule à terme à 100%, bon, c'est plus trop le sujet, quoi. Alors, toujours dans l'autonomie, et là je crois qu'on a essayé, on va essayer de vous expliquer, mais surtout on a interviewé le fondateur de cette société qui s'appelle Outsight. Outsight, ils font des caméras 3D sémantiques. Qu'est-ce que tu en as compris ? Alors, là, il me passe la patate chaude parce que c'est une charmante scientifique qui nous a répondu avec un langage assez simple, il faut le dire, pour autant légèrement complexe. Donc, effectivement, alors, globalement, le concept, alors déjà, c'est un magnifique objet. Ils sont CES Awards 2020, d'accord ? Donc, on peut effectivement dire Best Innovation Awards. C'est une caméra qui a pour vocation, de filmer. Alors, c'est un très beau boîtier, comme vous le voyez sur les images, qui permet de filmer réellement. D'accord, mais qui va permettre aussi une représentation 3D de son environnement, donc avec une meilleure compréhension de son environnement. Alors si c'était effectivement dans un aéroport, c'est l'environnement plus la capacité de dire tiens, telle personne avec un système de reconnaissance faciale était avec telle valise, on ne la voit plus avec la valise, où est la valise, parce qu'on va comprendre l'environnement et donc on va pouvoir rechercher aussi à un moment ou à un autre la valise dans l'aéroport, parce qu'on va pouvoir interpréter les différents objets. Sur la route, ça peut être un gravier, un nid de poule, etc. Donc ces éléments permettent de comprendre, de filmer en 2D, mais aussi d'apporter une représentation 3D de l'environnement pour avoir une bonne compréhension. Donc l'objet est beau, les cas d'usage sont nombreux, ils sont CES Awards 2020, donc on a effectivement là tous les ingrédients qui sont réunis pour faire une très très belle semaine de CES, mais en tout cas moi ils m'ont absolument bluffé. L'objet est magnifique, je n'achèterai le truc que pour l'objet finalement. Alors je ne sais pas si tu as vraiment tout dit, mais on va quand même lancer l'interview parce qu'elle est tout à fait complémentaire à ce que nous on a essayé d'introduire. Associé à cette caméra, ce qu'il faut savoir, c'est que pour voir en 3D, ils ont associé un lidar. Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé. D'accord, avec de la lumière spectrale. Et l'idée de la lumière spectrale, c'est de reconnaître un objet, par exemple, reconnaître de la neige à côté du bois, reconnaître de l'humain à côté du bitume, etc. Ce qui fait que directement dans la caméra, avant même le traitement via une intelligence artificielle, on est capable de fournir quelque chose qui est déjà assez précis comme information. Et donc, pré-traité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on embarque dans cet objet directement la capacité aussi processeur et de traitement. Donc ce qui fait que d'un point de vue traitement qui avait lieu généralement d'un point de vue cloudifié, on va être en mesure de traiter à la racine même de l'objet et donc d'économiser également toute la dépense énergétique que pourrait amener un processeur dans le traitement de l'information. Donc ça veut dire que la donnée étant traitée, elle est de meilleure qualité et accessible plus rapidement aussi. On écoute. Voilà, maintenant vous savez un petit peu ce que nous on en a compris. Voilà, vous allez écouter le CEO et compléter votre information. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une caméra 3D sémantique.
Donc déjà, c'est une caméra, donc on récupère des données couleurs, mais 3D, c'est-à-dire qu'il y a la profondeur qui va avec. Et on appelle sémantique parce qu'il ne fait pas que capter de l'information, elle comprend aussi. Comprendre, ça veut dire on détecte les objets, on sait comment ils se déplacent, quelle est leur taille, quelle est leur vitesse, quelle est leur position, etc. Mais aussi, on a une information additionnelle qu'on appelle multispectrale, qui veut dire qu'on détecte le matériau physique de l'objet. La peau, le coton, le plastique, la glace, etc. etc. Et donc, à quoi ça sert? En fait, ça sert à deux grandes applications. La première, c'est dans des véhicules, on embarque la voiture, mais pas que, qui a besoin de comprendre de plus en plus l'environnement, de façon de plus en plus fine, de plus en plus complète, en fait, et embarquée dans un seul capteur. L'autre grande famille d'applications, c'est les infrastructures, aéroports, gares, centres commerciaux, etc., qui accueillent des publics et qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, combien de gens ils sont, comment ils se déplacent, combien de temps on attend, comment on utilise les ressources, etc., etc. Et évidemment la sécurité aussi. Donc c'est les deux grandes familles d'applications dans lesquelles avoir une perception 3D à des centaines de mètres de distance et en temps réel a une valeur importante. Donc j'espère que vous avez tout compris entre nos explications, c'est-à-dire en fait ce que nous avons compris, et les explications bien claires, bien carrées on va dire, du CIO et bien formatées. On voudrait rester aussi dans un univers qui est aujourd'hui de plus en plus émergent. On en parlait, c'est le blockchain as a service. Et sur ce, on a rencontré une société qui s'appelle BTU Protocol, et BTU Protocol peut offrir quelque chose de tout à fait particulier à une entreprise quelconque. Toi, tu vas nous expliquer. Ce qui est intéressant, alors d'abord, ils sont de Levallois. Bravo, Levallois. Voilà. Donc ils sont pas très loin de chez moi. Deuxièmement, ils sont passionnés par ce qu'ils font, et le principe, effectivement, c'est basé sur le jeton BTU, donc qui est une crypto-monnaie en soi de fait, et qui va permettre via la blockchain, de permettre une mise en relation d'un agent économique. Par exemple, un VTC qui était l'exemple qu'il citait, avec un tiers qui est quelqu'un qui a besoin, par exemple, de tickets de spectacle ou d'aller sur une base de loisirs ou autre. Et ça va permettre cette solution à tout à chacun pour 0% de commission, d'avoir accès à un outil de vente, de monétisation, de paiement, qui va passer par le protocole BTU. Donc on paye avec sa vraie carte bleue, c'est totalement transparent pour le consommateur final, et on va pouvoir ensuite accéder à des services divers. Donc, par exemple, je suis VTC, je dépose des gens, j'ai eu une discussion avec eux, je leur dis si vous êtes touriste, vous voulez par exemple aller à Disneyland à telle par exemple exposition, vous allez pouvoir acheter directement sur mon site de moi VTC, Mathieu VTC pour vous conduire, directement le billet pour aller à Disneyland ou autre. Et donc on va avoir une ramification autour de ce protocole de différents acteurs qui vont pouvoir vendre différents services, et donc permettre à tout à chacun de pouvoir installer ça directement sur son site. C'est basé sur une crypto qui s'appelle le BTU, et donc c'est globalement quelque chose qui est très sympa, parce que ça permet finalement d'ouvrir des services type blockchainisé à n'importe qui, à partir du moment où on a un site internet pour implanter la solution. Oui, et donc on sécurise la relation de partenaire qu'il peut y avoir entre le VTCiste et le marchand, le parc d'attractions, puisque tu as cité Disneyland Paris, ou tout autre service. Voilà, et donc en tout cas très intéressant, ça s'appelle BTU Protocol. Sinon, on a rencontré des personnes qui se nomment Cosmo Connected. Alors ça, je sais que tu as adoré, parce que naturellement, ça te parle beaucoup. La micro-mobilité, la mobilité douce, savoir qu'il achète tout, Lionel, bien entendu. Mais là, en tout cas, ils ont sorti un dernier modèle, 96 LED, c'est bien ça? Oui, alors, donc l'idée, dont vous voyez les images, c'est le modèle version 2, avec la possibilité d'avoir des LED qui changent de couleur selon certains usages, selon certains types de luminosité. Bref, vous allez pouvoir fixer ça sur votre casque de vélo, casque que vous utilisez normalement pour faire de l'overboard, de la trottinette, du vélo, etc. L'overboard, ça parle beaucoup d'ailleurs. La mobilité douce dans Paris. La possibilité de signaler, puisqu'il y a un système de clignotant, comme on peut le voir, si vous tournez à droite ou si vous tournez à gauche. La capacité d'avoir aussi une traçabilité, puisqu'il est relié à votre téléphone, et donc si vous tombez et qu'il détecte que c'est véritablement une chute, que vous ne vous relevez pas, etc., il est capable de prévenir directement les personnes que vous avez mis en personnes à alerter
et avec votre position GPS. Bref, c'est quelque chose qui est devenu relativement évolué. C'est plutôt peu cher puisque c'est juste 99 €. Alors évidemment, ils font le casque avec le process, mais là, c'est juste l'appareil que vous allez pouvoir fixer avec un aimant qui est fixé sur votre casque et qui va se fixer, se plugger sur l'aimant. Ça coûte 99 €. C'est plutôt pas mal et ça va servir. Alors pour le coup, dans Paris, nous, on vit au quotidien quand on est automobiliste, on vit au quotidien avec des cyclistes et puis toutes les personnes qui utilisent des trottinettes et autres systèmes de mobilité douce. On est derrière eux, on ne sait pas où ils vont. Là, ça va permettre quand même de gagner en fluidité. De gagner en pour les vélos, ils n'ont plus à mettre le bras sur le côté pour dire qu'ils vont tourner. Donc se faire couper le bras, quoi, en fait. Voilà, plus maître de leur appareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillaient beaucoup sur parce que moi, la question que je leur ai posée, c'était notamment la détection des faux positifs. À partir de quel moment est-ce que véritablement on est tombé et que c'est interprété convenablement par l'algo et que globalement, en fait, bon, même si ça s'entraîne toujours, il y a certaines conditions qui font que naturellement ça restreint les détections de fausses chutes. Et donc globalement, ils sont assez confiants là-dessus. Et voilà, cette dernière version est assez plus évoluée que la dernière, parce qu'on les avait vus à l'IFA, on les avait revus l'année dernière. Enfin bon, on les croise assez souvent Cosmo, mais bon, voilà, le produit est toujours aussi séduisant. Alors on n'est pas dans la top tech, mais on est dans le top utile quand même. Voilà, ça c'est. Et puis alors c'est vital. Je peux vous assurer qu'à Paris. Voilà. Et puis dans les métropoles, ça sera de toute façon de plus en plus répandu. Il faudra bien prévenir. Et c'est vrai que tendre le bras, c'est quand même très risqué. Là, il y a quelque chose qui t'a fait complètement craquer. Alors, et de toute façon, on a une interview qu'on va vous montrer après. Il va nous expliquer. Voilà. Mais toi, pourquoi ça t'a fait craquer? Alors, pourquoi ça m'a fait Bookinou, c'est un petit objet, un petit livre. Vous savez que quand on lit des enfants, quand on lit des histoires aux enfants, naturellement, on passe un moment avec eux, mais ce moment, on peut difficilement le reproduire. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va pouvoir le reproduire. C'est-à-dire qu'on va s'enregistrer au travers de son téléphone portable en train de lire une histoire spécifique. Et sur ce Bookinou, on colle une petite pastille. Et donc, on va pouvoir permettre à l'enfant ensuite, ultérieurement, de relire ce livre avec notre voix directement quand on est au restaurant ou en voiture. C'est très intéressant. Et donc, ce qui m'a particulièrement plu, on va écouter l'interview juste après du fondateur, mais ce qui m'a particulièrement plu, c'est que c'est la mémoire de la voix que l'on va pouvoir avoir de ses proches. Et c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, que mes enfants puissent écouter la voix de mon grand-père leur lire une histoire. C'est quelque chose qui aurait été faisable si je les avais enregistrés, ce que je n'ai naturellement pas fait. Bon, en tout cas, là, ça permet de le faire et de rajouter des bruitages. Il y a toute une application derrière qui est très intéressante. Et voilà, donc on écoute directement le créateur. En tout cas, moi, ça m'a fait flasher et bien entendu, je serai le premier à acheter. Donc il y a une application mobile qui est pour les adultes qui permet d'enregistrer les histoires. Et ces histoires, elles sont envoyées ensuite sur le boîtier pour que l'enfant puisse les réécouter. Et ce qui fait le lien entre l'histoire et le livre, c'est des gommettes. Elles sont fournies avec. Et dans l'application, on paramètre une gommette par histoire. L'enfant, il va juste badger le livre et l'histoire démarre, le cœur bat. C'est que l'histoire est en train de jouer avec celle qu'on a enregistrée. C'est la voix de papa qui raconte l'histoire à l'enfant qui pourra la réécouter à n'importe quel moment de la journée. Donc il y a un côté très patrimonial de se dire que c'est les souvenirs de toute la famille, cette voix qu'on garde, qui laisse une trace quelque part. Donc c'est un lien affectif qui est fort, une charge émotionnelle forte, et également des premières expériences de lecture pour les enfants, pour leur permettre d'être autonomes avec un livre, plutôt qu'avec un smartphone ou autre chose, quoi. Voilà, donc c'est Bookinou, c'est en vente, c'est livré cette semaine aux premiers distributeurs et clients qui l'ont acheté en crowdfunding l'année dernière. Et donc c'est les toutes premières boîtes qui sortent d'usine. Voilà, donc j'espère que ce produit, en tout cas, effectivement, c'est de la tech, c'est super mignon, en tout cas. C'est voilà. Bon, alors après, c'est toujours la question, est-ce que la photo apparaîtra à un moment ou à un autre dans une version 2 de la personne qui est en train de lire. Enfin bon, on pourrait imaginer plein d'évolutions. Voilà, en tout cas, à voir. Et ils seront sur le CES, donc on les reverra en janvier. Et faire attention, la petite languette rouge qui sert de marque-page ou qui simule le marque-page ne permet pas d'ouvrir le dispositif. Oui, on a tous fait ça. Donc, mais bon, là, voilà, c'est peut-être les corrections éventuelles à apporter. Après, tous ces trucs de kit tech qu'on a vu dans tous les sens, d'ailleurs, on salue Steve du Bakou, on attend toujours le produit. On espère qu'il va sortir. Tu voulais nous parler de Moon. Alors, c'est un sujet un peu plus sérieux. Alors, Moon, c'est un sujet qui touche la santé. Alors, ils sont de Schiltigheim, c'est dans l'est de la France, c'est pas très loin de Strasbourg. Et ils essayent de développer une plateforme globale. Alors, vous savez qu'avoir des données de santé, pouvoir croiser un certain nombre d'actions qui sont faites sur certains protocoles quand vous avez une pathologie distincte, et puis que votre professionnel de santé vous envoie faire tel type de suivi, prendre tel type de médicaments, etc. L'idée pour eux, c'est d'avoir une plateforme de télésurveillance. Cette plateforme de télésurveillance, elle va agréger tout ce que le patient ou le praticien
qui est en relation avec le patient va faire. Et de cette façon-là, on va pouvoir anticiper éventuellement s'il y a un nouveau rendez-vous à prendre d'urgence, si le patient on peut le laisser tranquille et pas forcément le suivre au plus près en multipliant les rendez-vous. Bref, optimiser le parcours du patient et optimiser le suivi du patient. C'est assez compliqué à appréhender parce que la complexité, c'est de pouvoir agréger quelque chose qui soit diverses dans les formes aujourd'hui dans lesquelles elles se trouvent, c'est-à-dire que les datas sont parfois structurées, parfois non structurées, structurées d'une certaine façon ou autre. Bref, c'est toujours cette fameuse interopérabilité qui manque. Eh bien, eux, ils essayent d'amener cette interopérabilité pour pouvoir, alors avec un petit peu de protocole blockchain en sous-jacent, histoire que tout ça soit parfaitement sécurisé. C'est évidemment GDPR compatible. L'avenir de la santé, tout du moins l'avenir pour quelqu'un qui a une pathologie qui demande du suivi, c'est une sécurisation très forte parce qu'on se dit, là, il y a des systèmes d'alerte, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, il y a un système d'alerte qui peut vraiment prévenir mon praticien, prévenir un spécialiste si quelque chose se passe. Voilà. Moon, voilà. Comme la Lune. Donc, M-O-O-N. On n'a pas posé la question. Je crois qu'ils y sont aussi. Donc en janvier, si vous êtes sur Vegas, allez voir Moon puisqu'ils sont extrêmement intéressants. Alors connaissant ton amour pour l'alcool, cher Lionel, savoir que Lionel ne boit pas et moi je bois peu maintenant, mais bon, on n'est jamais à l'abri effectivement d'avoir besoin de tester son taux d'alcoolémie dans le sang et c'est ce que propose Ocigo avec quelques particularités liées au produit. Alors, la particularité, c'est que vous allez le voir avec l'interview qu'on va vous passer, mais la particularité, c'est que le process de détection du niveau d'alcoolémie est le même process que celui qu'utilisent les forces de l'ordre. Alors, ils ne prétendent pas remplacer, évidemment, l'appareil qui est entre les mains de la gendarmerie ou de la police, ça on est bien d'accord, mais par contre, ils essayent de se rapprocher de son niveau de fiabilité. Et tout ça, c'est connecté. Donc évidemment, on va pouvoir, dans le cadre de cas d'usage, de flotte, de sociétés de transport, etc., avec ces nombreux chauffeurs, on peut mettre en place des protocoles et du suivi. Je crois qu'on va pouvoir écouter l'un des fondateurs. Effectivement, et même tester, ce qui était intéressant, c'est tester toute sa flotte ou tous ses commerciaux, par exemple, tous ces chauffeurs qui transporteraient quelque chose. À partir de 13h, ils doivent tous souffler par défaut, ça remonte dans l'application et ça peut alerter naturellement l'employeur. Donc voilà, très intéressant. On écoute tout de suite cette interview. Ocigo, c'est une solution d'éthylotest connecté. Donc c'est un éthylotest qui vous permet d'avoir votre concentration d'alcool dans l'air expiré de manière immédiate. Et il est connecté. L'application va vous permettre en fait de savoir à partir de quand vous allez retourner à zéro et ou reprendre le volant en toute sécurité. Ça c'est très pratique en fait. C'est très pratique, surtout quand on sort d'un dîner, qu'on ne sait pas à quel taux on est. L'Ocigo va vous dire exactement avec fiabilité et précision votre niveau d'alcool. Et de manière sûre, vous pouvez savoir combien de temps vous allez devoir attendre avant de reprendre le volant. Donc si j'ai bien compris, c'est un produit 100% français, vous venez du sud de la France et vous utilisez une technologie qui est très proche, voire la même, si j'ai bien compris, de celle de la gendarmerie. C'est ça exactement, donc l'Ocigo c'est une technologie infrarouge, donc c'est la même que celle des éthylomètres des forces de l'ordre. C'est le seul appareil au monde à avoir cette qualité de fiabilité, de précision. Donc voyez, donc en plus l'objet est super et en plus il est made in France à 100%. Alors sauf la batterie, elle nous a bien précisé. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui produit ses batteries en France, mais globalement en tout cas 100% française qui protège totalement d'une éventuelle copie. Oui, d'un éventuel. Comment s'appelle cette société là je me souviens du réveil olfactif qui subit quelques troubles en ce moment parce que il y a une copie d'un point de vue asiatique qui est absolument similaire. Dommage pour eux. Mais justement, ils ont des fabricants qui sont complètement le suivi industriel. Alors, et fait on a entièrement rencontré quand même beaucoup d'autres startups. On a rencontré Volumic, qu'on avait déjà rencontré l'année dernière, qui était aussi présent l'année dernière au CES. Alors oui, ils font de l'impression 3D de n'importe quoi. La plus rapide, la plus efficiente, avec la plus diverse. Exactement. La plus diverse en termes de matière. Et donc, c'est juste quelque chose de hallucinant à voir. En plus, elle est excessivement belle. Et ce qui est intéressant, c'est que naturellement, il y a un Innovation Award 2020 sur leur V2. C'est l'Ultra, c'est le modèle Ultra. Oui. Et deuxième CES Awards sur la partie énergétique et notamment résilience, etc. Puisqu'ils ont ajouté un traitement de l'air qui sort de l'imprimante pour faire en sorte que celui-ci ne soit pas nocif.
Oui. Et puis alors Donc, le il y a un traitement. filtre qui est extrêmement puissant. Et alors d'habitude, quand on a une impression 3D, on voit le fil en fait, on voit les Là, ça traces ne de se voit fil. Là, ça ne se voit pas, c'est vraiment Alors tout ça à fait imprime du étonnant. souple, ça imprime du carbone, ils ont même une exclusivité Ça sur imprime une du matière cuivre, extrêmement enfin. spécifique à base de carbone. Allez les voir parce qu'encore une fois, ils sont époustouflants, même si c'est clairement pas une nouveauté, leur V2 est encore plus efficiente. Bon, le prix, c'est à peu près 5 000 € hors taxe. C'était entre 5 et 8 sur tout Ouais, ce qu'ils ouais. exposaient, Ouais, ouais. mais l'imprimante toute seule, C'est 5 000. sans le couvercle, sans rien, c'était beaucoup plus avantageux. Voilà. Sinon, on a vu quelque chose qui va révolutionner peut-être les centres de diagnostic automobile. Ça s'appelle Proof Station. La voiture rentre et c'est un centre de diagnostic entièrement automatisé. Alors là, vous avez quelques images. Bon, quid, évidemment. Il n'y avait pas assez de place pour nous montrer Voilà, donc véritablement on les verra à l'objet. Vegas. On verra à Vegas. Tous ceux qui ont rêvé un jour de faire passer leur vinyle dans leur petit iPod, là on était à la fin des années 90, et bien là on a vu une entreprise qui faisait passer L'effet inverse. vos MP3 en vinyle. Voilà, Alors ça, c'est pas mal. magnifique. En tout cas, on adore le look des gars, était fantastique. Et donc voilà, on vous invite à regarder sur leur site. Ça s'appelle vinylrecorder.com. Sinon, on a trouvé un stylo qui s'appelle Style et qui est un stylo connecté et qui va vous permettre de jouer avec le stylo. Alors, ça ressemble à un stylo, pas trop en fait. C'est la longueur d'un stylo, mais il y a des embouts de chaque côté. C'est comme un petit bâton de majorette, un petit bâton qui aurait la taille d'un stylo. Et puis avec ça, vous allez pouvoir jouer. Alors bon, on n'a pas vraiment compris tous les cas d'usage. Ça fait partie. Il y a de la gamification. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un usage médical pour les personnes qui commencent à avoir des difficultés de motricité des mains, etc. Pour les entraîner. Il y a énormément de choses possibles. Mais bon, tel que c'était vendu au départ, c'était vraiment le côté jeu qui ressortait, côté gamifié. Mais c'est vrai que le côté médical peut être aussi intéressant dans les exercices à faire au quotidien. Voilà, mais globalement, en tout cas, c'est vendu, semble-t-il, dans la catégorie gaming. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, intéressant. Stéphane, ils étaient super emballés par leurs produits. À voir effectivement. Mais bon, comme je suis un geek, je vais peut-être acheter. On verra. Sinon, je ne sais pas si on va tous l'acheter, mais ils étaient déjà là au précédent, je sais pas, non, ils étaient déjà là sur Vivatech, ils étaient déjà au précédent CES, ils s'appellent Coolin et ils nous font des vélos qui sont autour de 5 à 6 000 €, mais par contre, ils sont 100% fabriqués en France. Tesla Killer du vélo. Voilà, c'est le Tesla Killer du vélo. Voilà les images, vous les voyez. Bon. Et on marqué attendait c'est toujours en précommande alors que ça devait être livré en juillet 2019, voilà. Les premières commandes. Bon, donc, on leur a dit, vous êtes un peu en retard. Voilà, ils sont un peu en retard. Mais bon. Et c'est lourd. Ouais. Mais c'est beau. 19 kg, mais c'est très très beau. Ça va à 25 km/h, pratiquement sans pédaler. C'est pas mal. Voilà. À voir si il y a une adoption massive. Mais en tout cas, c'est magnifique. Bon, en tout cas, c'est déjà ce que l'on pouvait dire. Il y avait une trentaine de sociétés qui étaient présentes. C'était un petit CES Unveiled comparé aux autres. L'année dernière, j'ai l'impression que c'était déjà beaucoup plus dense quand on était sur le salon de l'auto parce que c'était en même temps. Mais en même temps, c'était plus petit qu'Amsterdam et il y avait le temps aussi de rencontrer les exposants. On a eu le temps de voir quasiment tout le monde, même s'il y a eu un peu de queue, etc. Globalement, ça reste un super CES Unveiled qui a duré qu'une après-midi, donc qui était quand même dense. Voilà. Oui. Et donc maintenant, on va se retrouver pour le CES Unveiled de New York qui ouvre ses portes le 7 novembre, enfin qui ouvre ses portes, qui ouvre et qui les ferme le 7 novembre. C'est une journée à New York, puisque celui de Las Vegas, c'est le 5, donc c'est 2 jours avant l'ouverture du salon. C'est intéressant pour nous de faire celui de New York et on vous fera un retour pour celui de New York. Voilà, donc on se retrouve maintenant début novembre pour de nouvelles aventures autour du digital. En attendant, vous abonnez, vous partagez. On a dépassé les 1000 aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre. Et donc, allez aussi visiter le guide de survie du CES, guide-survie-ces.com, qui sera bien entendu publié dans quelques semaines. Maintenant, on touche au but, l'à peu près bout. Voilà, parce que c'est jamais fini un guide de survie, particulièrement pour le CES. On vous remercie, on vous dit à très vite. Passez de très très bonnes vacances, puisque c'est les vacances de la Toussaint maintenant ici en France. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Salut Lionel. Salut Mathieu, on était en direct du Spoon près de la place de la Bourse, avec du Palais beaucoup de Brognard. circulation. Ouais, et il fait encore à peu près bon. L'agence France Presse à côté de nous. Bref, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Allez, à bye bye. Vite. Ciao. Salut.